Bonjour et bienvenue sur cet agro-webinaire du mardi qu'on dit Voyage au cœur du vivant. Alors, voyage au cœur du vivant sur l'arbre dans les territoires. Alors, voyage au cœur du vivant, en même temps, j'ai une pensée pour ceux qui ont fait le voyage au cœur de l'enfer, comme nous l'a rappelé hier, le 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Je ne pouvais pas ne pas en parler ce matin, tellement ça m'a pris au cœur. Donc aujourd'hui, voyage au cœur du vivant avec une première partie qui était André-Jean Guérin sur un auteur. Ensuite, deux autres chercheurs sur l'un l'agroforesterie et la seconde sur l'écosystème haie. Aujourd'hui, notre volonté, c'est de vous présenter des applications. Comment mettre en œuvre l'arbre dans les territoires, comment il est vivant dans les territoires. Nous aurons successivement la présentation de Marine Loher. Marine Loher est du CRPF avec l'IDF et qui va nous présenter un outil qui est l'indice de biodiversité potentielle qui permet de voir comment on incorpore du carbone, comment on mesure cet indice de carbone dans le sol. Ensuite, on aura Léa Lemoine, qui est chargée de mission agroforesterie aux chambres d'agriculture de France et qui, avec le réseau mix technologique sur l'agroforesterie et élevage, justement, on en a peu parlé jusque-là, sera elle aussi présente sur les réflexions et le travail réalisé par ce réseau mix. Et puis, nous aurons Joël Touré, délégué général de l'association Tree for You, qui a déjà été présenté par André-Jean Guérin en début de cette série, qui parlera de cette association avec Luc Bertrand, qui, au titre d'une association BNE Horn, a mené un certain nombre d'actions de replantation dans le bocage, mais pas seulement dans le bocage Horn. Vous verrez comment c'est exemplaire comme travail réalisé. Voilà, merci de votre attention. Vous aurez, comme toujours, le chat pour éventuellement des informations et Q&R, questions, et on se propose de reprendre les questions à la fin de chaque intervenant et que si les questions n'ont pas toutes été traitées, elles seront envoyées aux intervenants pour intervention. Voilà. Donc maintenant, on commence par cet agro-webinaire Voyage au cœur du vivant. 3 exemples d'applications. À vous, Marine. Je suis donc Marine Loher, référente environnement pour le Centre national de la propriété forestière et plus spécifiquement sur la délégation Île-de-France Centre-Val de Loire. Et donc, je suis référente et notamment, je suis en charge de développer, de déployer l'outil Indice de biodiversité potentielle. Donc, on a aussi, au sein du pôle recherche et développement, développé des outils sur la question du carbone. Mais là, je vais vous parler un peu plus de biodiversité et de comment on intègre la biodiversité dans la gestion de nos peuplements forestiers. Et puis, je vais surtout, puisque c'est l'objet aujourd'hui de parler plutôt de l'arbre hors forêt, de vous exprimer et vous parler de 2 déclinaisons qui ont été réalisées par nos services également. Donc, une partie pour la partie haies et ripisylve, et puis vraiment pour l'arbre hors forêt, quasiment l'arbre urbain en fait. Donc, je suis obligée de reprendre un petit peu la présentation de l'outil et son contexte et de pourquoi il a été conçu. Donc, en fait, il y avait une volonté de permettre aux gestionnaires forestiers d'intégrer aisément la biodiversité taxonomique ordinaire dans leur gestion courante. Parce qu'en fait, vous le savez, il y a une très grande diversité taxonomique dans les forêts et qu'il peut être très compliqué d'avoir une vraie connaissance de tout ce qui peut exister dans ces forêts ou ces peuplements. Et donc, on a voulu créer un outil, un indicateur relativement simple et rapide à relever et qui permettrait justement, de façon un peu indirecte, d'évaluer finalement la capacité d'accueil d'un peuplement forestier pour les êtres vivants. Donc, on comprend les groupes autour de la faune, la flore, mais également la fonge. Et puis, l'objectif, c'était aussi de pouvoir identifier les points d'amélioration possibles lors des interventions sylvicoles que peuvent réaliser les gestionnaires.
Cet outil, c'est aussi un outil qui permet un suivi dans le temps, à long terme. Donc, on sait que voilà, la forêt, notamment, et puis le temps de l'arbre est beaucoup plus long que le temps humain. Donc, on avait besoin de pouvoir aussi évaluer vraiment à très long terme et d'avoir un indicateur solide. Et donc, cet indicateur, il est exprimé avec une notation en pourcentage ou en note relative en nombre de points. Voilà, je vais détailler un petit peu ça juste après. Et donc, pour le mettre en œuvre, en fait, il y a trois étapes principales. Donc, on va décrire 10 facteurs après une visite relativement rapide. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le but, c'est de pouvoir optimiser notre temps quand on est sur des espaces aussi vastes que des massifs forestiers. Et donc, ces 10 facteurs, je vais vous les détailler juste après. Mais voilà, l'objectif, c'est dans un premier temps de décrire ces 10 facteurs avec plusieurs méthodes de relevé possibles, mais je ne les détaillerai pas aujourd'hui parce qu'en plus, ça n'a pas beaucoup d'importance pour les autres déclinaisons en termes de contexte hors forêt. On va pouvoir donc calculer, après la description de ces 10 facteurs, calculer un score immédiatement. Dès qu'on est sur le terrain, on peut tout de suite avoir le résultat obtenu et puis visualiser les résultats et les interpréter sur le terrain. Donc, vous voyez, il y a la fiche de relevé qui est juste à droite et en fait, tout en bas, on a un encart qui reprend des représentations visuelles et graphiques des résultats qui nous permettent d'avoir le score global sur le graphique de gauche et donc de savoir dans quel gradient de potentiel d'accueil on se trouve au final. Et le petit graphique radar de droite qui, lui, permet de voir vraiment les résultats facteur par facteur et du coup de voir quels sont les critères qu'on pourrait essayer d'améliorer pour augmenter notre capacité d'accueil. J'en viens à vous présenter les fameux facteurs clés, donc qui sont au nombre de 10. Et en fait, donc pour le format de base, hein, donc l'indice de biodiversité potentielle en forêt, ils ont été regroupés en deux groupes. Un premier groupe de 7 facteurs qui sont les facteurs qui sont directement liés au peuplement et à la gestion forestière qu'on va appliquer ou ne pas appliquer d'ailleurs, dans nos forêts. Et on a trois facteurs qui, eux, sont liés au contexte forestier et sur lesquels le gestionnaire, en fait, aura relativement peu d'impact pour améliorer justement ces compartiments-là du milieu forestier. Donc, pour les facteurs liés au peuplement et à la gestion forestière, on retrouve donc la diversité des essences autochtones, la diversité de la structure verticale de la végétation. Ensuite, on a 4 facteurs qu'on a regroupés autour du bois mort et de ce qu'on appelle les dendromicrohabitats. Donc, ça va être les gros bois morts sur pied, les gros bois morts au sol, qui sont bien distingués, les très gros bois vivants, donc plus d'un certain diamètre, qui est plus de 67,5 de diamètre, très exactement. On va arrondir autour de 70 cm de diamètre. Et on a les arbres vivants porteurs de dendromicrohabitats. Donc, ce sont toutes les particularités que peut porter un arbre, une cavité, un champignon, du bois mort dans un arbre vivant, mais qui vont permettre également d'accueillir des espèces diverses. Et on a le dernier facteur qui est un facteur qu'on dit, enfin un milieu qu'on considère comme un habitat associé, mais qui peut être directement lié aux modalités de gestion forestière, donc que sont les milieux ouverts. Et dans les facteurs de contexte, on retrouve l'ancienneté de l'état boisé, donc la continuité temporelle de cette forêt, enfin de l'état boisé de la forêt considérée, et les habitats associés que sont les milieux aquatiques et les milieux rocheux. Donc voilà, aujourd'hui, l'IBP, quand on travaille en forêt, on se base sur ces 10 facteurs uniquement. Ensuite, on s'est rendu compte à force d'application de cet outil qu'il y avait un besoin et une envie d'adapter cet outil-là au contexte linéaire. C'est ressorti d'une part de la volonté de l'appliquer en vraiment milieu hors forestier strict, donc au travers de tout ce qu'on pouvait avoir, enfin des haies concrètement, mais on avait aussi des contextes forestiers qui étaient un peu particuliers parfois, qu'on va considérer comme vraiment des zones de franges. Donc la ripisylve, finalement, des zones de franges qu'on va distinguer un peu des boisements alluviaux sur lesquels on pourrait effectivement appliquer l'IBP. Mais il y avait parfois une volonté de l'appliquer uniquement au contexte vraiment strict de la ripisylve.
Et donc, pour pouvoir adapter cet indicateur à ce contexte linéaire, on avait une principale difficulté qui était de convertir les facteurs qui sont notamment basés sur des seuils à l'hectare. Donc, par exemple, pour les très gros bois vivants, on va parler d'un nombre d'arbres à l'hectare. Et donc là, on se retrouvait avec cette difficulté d'estimer la surface de nos linéaires, notamment parce qu'on se posait la question de est-ce qu'on prend la largeur uniquement des troncs? Est-ce qu'on prend le bord des houppiers? Est-ce qu'on prend la projection des houppiers au niveau du sol? Enfin, voilà, on avait un peu de difficulté à estimer la surface et à parler en hectares finalement pour des mètres linéaires. Et donc, il y a eu le choix de transformer ces seuils de densité en seuils d'espacement entre les arbres. Donc, on est parti pour ça du principe que la transformation avait enfin, on est parti de l'hypothèse que le potentiel d'accueil d'un arbre dans ces espaces-là était pour les espèces, était homogène dans toutes les directions. Donc, on a pris une aire d'influence qui se trouve être donc un cercle, et on est parti également du principe que les arbres étaient répartis de façon strictement linéaire, donc dans le compartiment qu'on considère et qu'on souhaite euh, évaluer, enfin en tout cas diagnostiquer. Et donc, on est parti sur le fait qu'une densité donnée correspond à une surface moyenne occupée par un arbre. Par exemple, si on prend l'exemple du seuil de 3 arbres à l'hectare, donc on a dans le tableau, qui est en fait qui permet d'avoir le score maximal pour les bois morts de grosse dimension. Donc, pour avoir le score de 5, qui est le score maximal, il faut avoir plus de 3 arbres à l'hectare normalement dans l'IBP pour avoir ce score principal. Donc là, on a fait une correspondance et on considère donc que pour ces 3 arbres à l'hectare, on a donc 10 000 mètres carrés divisé par 3, c'est-à-dire qu'on va avoir 3 333 mètres carrés par arbre de considérer, soit un cercle de 65 mètres de diamètre. Et en fait, à partir de là, on a considéré que si l'espacement entre 2 arbres morts était en moyenne inférieur à ces 65 mètres carrés 65 mètres tout court, pardon, dans un peuplement linéaire, on considère que c'est équivalent à une densité supérieure à 3 arbres à l'hectare, et donc on peut obtenir le score de 5 pour ce facteur-là. Voilà, donc là, je vous ai remis le tableau des correspondances. Et donc, en fait, dans ces systèmes de haies et de ripisylves, donc dans ces compartiments linéaires, on va pouvoir se baser sur ce tableau-là et ces correspondances pour estimer les facteurs, notamment ceux qui sont basés sur des seuils à l'hectare. En plus de cette transformation, il y a deux autres facteurs il y a deux autres groupes de facteurs qui ont été ajoutés. Alors, dans un premier lieu, ça s'est fait ce travail a été fait notamment pour les ripisylves. Donc, vous verrez qu'il y a certains groupes de facteurs qui peuvent être retirés quand on travaille sur la haie, même si certains peuvent être quand même considérés. Et là, c'est un peu au choix du gestionnaire en fonction des objectifs aussi d'analyse et de diagnostic qu'on peut les intégrer ou pas. Et donc, ces deux groupes de facteurs, ce sont les facteurs liés à la perturbation. Donc, il y a deux critères, notamment celui sur la présence d'espèces exotiques envahissantes qui a été intégré dans l'outil, et un facteur lié aux différents usages des berges qui peuvent aussi influencer le potentiel d'accueil en termes de biodiversité. Et ensuite, on a un groupe de facteurs liés à la connectivité du milieu dans son environnement. Donc là, il y a trois facteurs: la connectivité longitudinale, transversale et puis paysagère, qui ont été également intégrés. Donc tous ces éléments-là, et la méthode de relevé et les différentes définitions pour chacun des facteurs, vous pouvez le retrouver si vous cherchez en fait l'indice de biodiversité et de connectivité des ripisylves. Donc c'est vraiment sur cette méthode-là qu'on se base pour travailler, que ce soit sur les ripisylves ou sur les haies. Et dans le cas où on travaille sur les haies, on a juste la possibilité voilà, de faire un choix dans les facteurs qu'on veut considérer ou pas. Voilà pour l'application sur les milieux rivulaires et puis les milieux bocagers. Et il y a un autre outil dont je vous parlais tout à l'heure qui a aussi été développé, qui est l'outil NEO. Donc, c'est la notation écologique des arbres urbains, qui se base également sur l'IBP et notamment sur trois facteurs principaux que sont le caractère autochtone de l'arbre, le diamètre de l'arbre et la diversité des dendrons microhabitats, donc des fameuses particularités qu'on peut retrouver dans un arbre même en milieu urbain. Donc, vous retrouvez les 7 catégories principales sur lesquelles elle se base. Donc, on peut retrouver, par exemple, les structures épiphytiques, donc tout ce qui peut être lierre,
lichen, mousse, etc. Ou un autre exemple, les blessures ou les cavités qui peuvent être aussi au nombre, enfin, d'un nombre très varié, d'une typologie très complexe que je peux aussi, je verrai si j'ai le temps, mais en tout cas vous illustrer très rapidement avec une petite diapo. Donc voilà, cet outil Néo, il a été basé vraiment sur ces trois paramètres-là, notamment pour permettre d'évaluer le potentiel écologique de l'arbre et prendre en compte l'importance de l'arbre dans un écosystème global en allant au-delà de sa valeur uniquement esthétique ou mécanique. Et donc pour prendre en compte cet enjeu aussi écosystémique un peu plus global, il y a eu un bonus de singularité qui a été ajouté à ces trois facteurs et qui en fait est fonction de l'environnement observable dans un rayon de 57 mètres, donc c'est-à-dire environ 1 hectare autour de l'arbre. Et donc, on va vérifier cette fois-ci, enfin en tout cas la richesse ou la pauvreté, on va estimer la richesse ou la pauvreté en arbres de gros diamètre autour de cet arbre-là. Donc en fait, l'importance de l'arbre qu'on va diagnostiquer va augmenter si le milieu est pauvre finalement en autre arbre de gros diamètre. Et concrètement, s'il est le seul à avoir un diamètre supérieur ou égal au seuil, il va obtenir des points bonus. Et donc, ces deux seuils, ce sont les seuils de 70 centimètres et de 100 centimètres et de 1 mètre. Voilà, pour lesquels, donc, si l'arbre est le seul à faire plus de 70 centimètres dans son environnement de 1 hectare, il aura un point supplémentaire. Et s'il dépasse les 1 mètre de circonférence, on aura 3 points. Voilà, bah donc ça, c'est les 7 catégories qu'on voyait tout à l'heure sur l'arbre. Et en fait, chacune de ces catégories, donc là, je vous ai mis le détail pour en fait la toute première forme que sont les cavités. En fait, euh, dans cette catégorie-là, on retrouve aussi une grosse diversité enfin, c'est subdivisé en différents groupes. Et donc, cette typologie-là, elle est mise à disposition aussi sur le site notamment du CNPF. Et donc, vous pouvez la retrouver avec vraiment le détail de toutes les catégories, avec voilà, des illustrations. Et puis, je vous ai mis aussi le lien vers le guide de poche des dendromicrohabitats qui reprend vraiment dendromicrohabitat par dendromicrohabitat, comment l'identifier. Il y a des photos qui permettent d'illustrer et de bien comprendre de quoi il s'agit. Et puis, il y a aussi des petits éléments complémentaires, notamment sur la vitesse d'apparition de ces microhabitats-là et sa fréquence d'apparition dans les peuplements gérés ou non gérés. Merci Marine. Alors j'ai une Voilà. question pour l'adaptation de l'IBP au peuplement linéaire. C'est une question d'André-Jean Guérin qui demande s'il s'agit d'une modélisation, mais aussi comment le mettre en œuvre. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des confirmations par l'observation de ce travail? Oui, alors bah là, ça va être le ressort du travail du pôle recherche et développement. Donc nous, c'est vrai qu'on est sur la partie déploiement de l'outil et on fait remonter les données. Mais en fait, il faut savoir que le pôle recherche et développement de l'Institut du développement forestier, hein, donc l'antenne R&D du CNPF, continue à travailler sur l'outil pour justement vérifier la compatibilité et la robustesse de l'outil vis-à-vis d'inventaires en fait complémentaires. Donc il y a des placettes permanentes qui sont mises en œuvre à l'échelle de la France sur lesquels on réalise d'une part l'outil, l'IBP, l'indicateur, mais on réalise en parallèle des inventaires exhaustifs d'espèces pour vous justement vérifier que les facteurs, les seuils sont compatibles et sont bien significatifs par rapport à la réalité qu'on peut avoir sur le terrain. Allez, j'ai une autre question, c'est comment on fixe le carbone. On parle de complexe argilo-humique, donc j'imagine que selon les sols, l'importance de l'humus des sols, on a des résultats différents. Alors, comment tenez-vous compte de je dirais la structure des sols? Alors, ils sont pris en compte vraiment dans la partie introductive et au moment où on va choisir la méthode de relevé. Alors, je suis pas rentrée dans le détail, mais en fait, il y a des déclinaisons en fonction de la station sur laquelle on se trouve, qu'on soit sur des stations plus ou moins fertiles, on va avoir des seuils qui sont variables, en fait, et tout ça est repris dans la fiche de relevé. Donc, au départ, effectivement, il faut bien se remettre dans un contexte local et utiliser la fiche de relevé qui concerne bien le secteur géographique dans lequel on se trouve et aussi les stations sur lesquelles on se trouve qui peuvent faire varier effectivement les seuils pour considérer effectivement un peuplement de manière différente en fonction qu'on soit sur des parcelles plus ou moins fertiles. Alors, dans votre travail de faire connaissance, de transmission de l'outil, est-ce que vous avez des partenariats particuliers ou pas? Est-ce qu'ils se développent?
Oui, alors l'outil, il est de plus en plus pris en main aussi par des acteurs environnementalistes. On a des parcs naturels régionaux qui le mettent en œuvre sur des plans voilà, de développement de massifs ou dans des secteurs où il y a vraiment des enjeux de dynamique sylvicole. Et donc, il y a parfois des volontés de justement associer face à ces projets de développement sylvicole un peu une éco-conditionnalité et du coup d'intégrer cet outil-là. Ça permet justement de s'assurer qu'il y a bien une prise en compte des enjeux de biodiversité. Alors, là une demande de partenariat avec Tree4You, mais je pense que Joël Touré vous l'indiquera parce qu'ils ont envie de travailler aussi avec vous. C'est André-Jean Guérin qui nous transmet la question. Alors, autre question, le ministère de l'Agriculture dans tout cela. Participant, intéressé, travaille-t-il avec vous? Comment? Oui, oui, bah de toute façon, nous, on est sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. Alors, ça a un petit peu changé en début d'année, même si effectivement, on est passé au ministère de l'Environnement. On reste, voilà, nos contacts aujourd'hui principaux sont toujours dans le ministère de l'Agriculture. Et c'est une vraie volonté de déployer cet outil des deux ministères finalement. Donc effectivement, on est soutenu et on a des programmes et effectivement aussi des accompagnements financiers pour développer l'outil, que ce soit du côté ministère de l'Environnement ou ministère de Eh bien, l'Agriculture. écoutez, Marine, pardon, grand merci. Vous avez bien Je tenu vous en les prie. temps, vous avez répondu aux questions. Je vais donner la parole maintenant à Léa Lemoine, Très bien. qui va nous présenter ce réseau mix technologique qui est un mode aussi de partenariat important. Elle le dira, Ouais. Léa. Voilà, elle est chargée de mission à la Chambre d'agriculture de France. À vous, Léa. Je me représente, je m'appelle Léa Lemoine, je suis chargée de mission agroforesterie et haies à Chambre d'agriculture France, effectivement. Et je suis pilote du projet de RMT agroforesterie qui a commencé en 2021. Donc, ma présentation va être un peu plus généraliste, on va dire, que la précédente, puisqu'il s'agit d'un projet au niveau national et de mise en partenariat d'opérateurs agroforestiers. Je vais quand même faire un focus sur les travaux en lien avec l'élevage, donc arbres agricoles et élevage, qu'on mène dans le cadre de ce RMT. Alors, le RMT, c'est quoi exactement et on en fait quoi? Donc avant tout, c'est ce que je viens de dire, c'est un réseau de professionnels agroforestiers issus du monde de la formation, de la recherche et du développement. Et l'objectif principal, c'est d'optimiser le transfert de connaissances. On a plein de connaissances qui existent un peu partout et l'objectif d'un RMT, c'est de les mutualiser et de les diffuser. Ensuite, je vais faire un focus pour rendre la présentation un peu plus opérationnelle sur la question de l'arbre agricole en élevage et donc présenter un peu les travaux du groupe de travail élevage, du RMT toujours. Et pour continuer le focus et rentrer un peu plus dans l'opérationnalité, je voulais vous présenter un exemple d'un projet de R&D qui est suivi et valorisé par le RMT, donc spécifiquement sur l'impact des arbres sur le pâturage des bovins. Alors assez rapidement, quels sont les objectifs du RMT agroforesterie? C'est les mêmes que ceux des 20 autres RMT qui traitent d'autres thématiques agricoles. C'est de dialoguer, faire connaître, initier des projets, faire émerger des idées de projets en partenariat et donc de consolider une communauté recherche, développement, formation, donc des enseignants, des conseillers, des techniciens, des chercheurs, des doctorants, pour ne pas faire les choses deux fois et faire se répondre ces différents mondes. Donc mutualiser et capitaliser, mettre en place des projets multi-acteurs. Et aussi, une des missions du RMT, c'est de diffuser largement et voire de faire connaître l'agroforesterie et ses services rendus en dehors de ce cercle d'initiés et de convaincus, on va dire. Donc, on a aussi cette mission de communication à l'extérieur de la communauté agroforestière et j'espère que c'est un peu ce qu'on fait là aujourd'hui. Et donc ce projet, juste pour un peu de mise en contexte, a été la première mouture du projet de RMT a été lancée en 2014 au moment de lancement du deuxième plan national de développement de l'agroforesterie. Et c'était aussi en lien à ce moment-là avec les discussions label bas carbone et l'initiative 4 pour 1000. On a parlé carbone avant. C'était aussi en lien avec tous ces questionnements et tous ces besoins identifiés par la communauté agroforestière. Alors, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, ce qui est produit réellement par le RMT,
ça se passe dans les différents groupes de travail. Ces groupes de travail, ils ont pour objectif de faire l'état des lieux de l'existant des ressources, de les capitaliser, de faciliter leur partage et d'identifier aussi les sujets sur lesquels on n'a pas encore assez travaillé et sur lesquels on identifie des besoins pour mieux accompagner les projets dans les territoires. Alors pour vous donner des exemples avant de rentrer dans le détail des travaux du GT Élevage, on a un groupe de travail grande culture animé par un conseiller indépendant en lien avec la chambre d'agriculture de l'Aube, qui a initié des réflexions sur la capitalisation des références et spécifiquement la construction de méthodologies de suivi de parcelles agroforestières en grande culture. Donc d'être capable de suivre divers indicateurs qui, on l'espère, vont montrer la performance de ces systèmes agroforestiers en grande culture. On travaille aussi sur la viticulture, alors là, avec essentiellement l'organisation de webinaires pour transférer les connaissances et partager les résultats de projets de R&D ou de projets d'expérimentation sur cette question de la vitiforesterie. On a aussi un groupe de travail fruits et légumes PAPAM, donc plantes aromatiques à parfum et médicinales. Là, on a un outil qui a été réalisé alors en collaboration avec un autre projet, un outil qui peut être directement utilisé par les chercheurs ou les conseillers pour aider au choix des fruitiers dans le cadre de projets agroforestiers. On a des travaux en cours sur les productions sous couvert pseudo-forestier en milieu tropical. Donc avec une réflexion sur les évaluations multicritères de ces systèmes agroforestiers tropicaux très complexes. Ça fera donc partie des travaux qui seront livrés à la fin du projet fin 2025. Et sur la question de la valorisation de l'arbre hors forêt et des journées techniques qui sont régulièrement organisées pour, j'allais dire mettre autour de la table, mais là c'est plutôt mettre autour de la haie ou des arbres les personnes qui sont directement concernées par ces sujets, de la valorisation des produits et des services rendus par les arbres agroforestiers. Et on a aussi un 6e groupe de travail sur lequel je vais un peu développer mon propos, qui s'intéresse à l'agroforesterie en élevage. Et également un correspondant formation qui permet de faire le lien entre les outils qui sont développés dans le cadre des formations agroforestières, alors formation initiale ou continue. C'est avec le CFPPA des Flandres et donc on a des échanges entre les pilotes de ces différents groupes de travail thématiques par filière et un enseignant. Donc il y a des échanges d'outils mis en place, de contenus de formation, de réflexions de R&D qui sont menées en lien avec les différents GT pour pouvoir les appliquer aussi, les appliquer dans le contenu des différentes formations. Alors, le GT agroforesterie élevage, pour rendre ça un peu plus concret, il est donc piloté par l'IDEL. Il a les mêmes objectifs que les autres GT. Et là, c'était pour vous montrer la diversité des partenaires qui sont autour de la table. Donc, on a 15% de membres qui sont issus de l'enseignement, 35% de la recherche, 35% du développement et 12% de personnes qui ne sont pas forcément directement liées à la question de l'agroforesterie, mais qui s'intéressent à ces sujets. Donc, côté développement, il y a les chambres d'agriculture, il y a les réseaux associatifs, les bureaux d'études. On met ensemble toutes les personnes qui travaillent sur ce sujet de la valorisation de l'arbre en élevage. Et donc, une des productions sur lesquelles on a commencé à communiquer du groupe de travail élevage du RMT, ça a été la mise en place d'une bibliothèque interactive pour les professionnels agroforestiers en élevage. Donc l'objectif de ce travail, c'était de rendre plus accessibles les ressources existantes. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a plein de choses qui sont faites partout, des outils qui existent un peu partout, mais la difficulté qu'on a essentiellement avec l'agroforesterie, c'est d'avoir accès à cette connaissance et à ces ressources. Donc cette bibliothèque interactive, elle permet, en fonction des questions qu'on se pose, d'avoir accès aux ressources et productions qui existent en lien avec cette thématique. Donc là, par exemple, on peut se poser la question de quels sont les services environnementaux qui sont rendus par les arbres en élevage, comment faire de l'agroforesterie en élevage, quelle valorisation de l'arbre, quelles ressources alimentaires, quels services agronomiques et quelle influence sur le confort de l'animal. Alors là, j'ai mis l'exemple de quelles ressources alimentaires. On va encore pouvoir cibler encore plus sa question. Alors, est-ce qu'on s'intéresse aux valeurs nutritives? Est-ce qu'on s'intéresse à la question de la gestion et des rendements? Est-ce qu'on s'intéresse à la question de l'appétence et pâturage? Et quand on choisit, là, par exemple, appétence et pâturage,
on obtient une liste de ressources, plaquettes, liens vers des replays de webinaires, des rapports entiers, des résultats de recherche qui vont pouvoir répondre aux questions de la personne qui recherche des informations sur la question. Alors voilà, ça c'est un outil qui a été créé dans le cadre du GT Élevage, en lien avec cette mission et cet objectif d'optimiser le transfert de connaissances et donc rendre plus accessible aux professionnels, enseignants, formateurs, conseillers, éleveurs, la ressource existante. Et pour rentrer encore un peu plus dans le détail, on voulait vous partager un exemple de résultat de projet sur l'arbre en élevage, qui ont été, enfin un projet qui a été suivi par le RMT et qui peut être valorisé via ce GT et via globalement l'activité du RMT. Donc, c'est des travaux qui ont été réalisés par la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais sur l'impact de l'agroforesterie sur le pâturage des bovins spécifiquement, donc en Nord-Pas-de-Calais. Donc, c'est deux thématiques principales qui ont été suivies, l'étude du microclimat des différentes parcelles agroforestières et l'influence des arbres sur le fourrage herbacé. Donc, ça a été fait sur 7 sites d'études avec des systèmes agroforestiers différents, donc c'est-à-dire des haies, des arbres intraparcellaires, des arbres isolés sur les parcelles. Et l'objectif, alors notamment de l'étude sur le microclimat, c'était le suivi de la température et de l'humidité entre une prairie témoin et une prairie agroforestière. Et donc, ce qui a été révélé par cette étude, vous voyez là dans le schéma, c'est que sur 3 années suivies, 2021, 2022, 2023, sur les moyennes de température observées, on a systématiquement des diminutions des températures. Et c'est traduit aussi quand on s'intéresse aux températures maximum lors de l'ensoleillement. On atteint en 2022 moins 7,4 degrés sur les prairies agroforestières, donc les prairies sur lesquelles il y a des arbres, par rapport aux prairies témoins. Et donc cette réelle modification du microclimat qui a été observée, ça a un réel impact sur les performances agronomiques du système et ça permet de limiter les périodes de stress thermique, pardon, pour les bovins qui pâturent sur les parcelles agroforestières sur lesquelles il y a des arbres. Et donc, ça permet de limiter les pertes de production qui sont liées aux modifications du métabolisme lors de stress importants. Et donc, ces résultats sont très importants, surtout dans un contexte actuel de changement climatique et d'évolution des températures et de généralisation des périodes de sécheresse. Voilà un exemple de travaux qui ont été réalisés par la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais, mais suivis par le GT Élevage et qui peuvent être reproduits, valorisés dans d'autres territoires. Voilà, et donc juste une dernière diapo pour vous dire que si la bibliothèque interactive qui vous a été présentée vous intrigue, vous pouvez aller la consulter sur le site du RMT. Alors là, j'ai mis le lien en entrée, en entier. Je ne sais pas si vous aurez accès au support et au diaporama, mais sinon, cette bibliothèque interactive est consultable sur la page du GT Élevage du site du RMT Agroforesterie. Là, je vous ai remis aussi l'adresse du site. Et les contacts de la co-animation, donc c'est moi-même pour Chambre d'agriculture France et Nathalie Smith pour l'INRAE qui prend la suite de Pierre-Éric Laurie. Voilà, donc si vous êtes intéressé par les travaux d'un des GT en particulier, on pourra vous réorienter vers les pilotes de ces différents groupes de travail. Merci Léa, merci de cette présentation du RMT qu'on voit multipartenariat. Hein. Alors, première question, c'est peut-être la concurrence arbre-haie, arbre-herbe. Quelle valorisation? Parce qu'une question est posée, est-ce que la haie a une influence sur l'activité agricole? Alors, je Ah, revois peut-être à Monsieur Chris, la fois dernière, hein, on a eu une présentation d'agroforesterie avec des rapports entre un 4 et un 6 de production quand on ajoute activité agricole et activité forestière. Alors, à vous, Léa. Alors, je suis pas une spécialiste du sujet. Là, du coup, je vous ai présenté les résultats d'un projet que le RMT a suivi. Je sais que notamment dans ce projet-là qui a été mené par la Chambre du Nord-Pas-de-Calais, il y a eu des suivis de pousses de l'herbe sous les arbres, enfin, à proximité de la haie. Et effectivement, il est montré qu'il y a des interactions et des compétitions qui sont à l'œuvre à proximité de la haie, mais que globalement, sur toute une saison,
on n'a pas de perte significative de production de pâturage et donc de fourrage via l'herbe. Voilà, mais je vous invite à lire le rapport de cette étude qui explique bien, là je vous ai présenté l'impact sur le microclimat, mais il y a aussi toute une partie sur la compétition entre la pousse de l'herbe et la proximité des haies ou des arbres sur une parcelle. Alors, j'ai vu que dans votre arbre, il y avait aussi ressources alimentaires. Alors, ressources Oui, alimentaires, je pense aussi là à la concurrence, parce que j'imagine, on a vu sur votre photo du Nord-Pas-de-Calais, là, que les arbres étaient protégés. Alors, les chevaux, les chèvres, les bovins, on sait que c'est pas sans attaque. Bon, ça peut être les branches, non. c'est pas grave. Les troncs, c'est un peu plus grave. Alors, Alors, dans les cas où les arbres, où les ligneux sont là pour une ressource fourragère, effectivement, il n'y a pas cette question de la protection. Enfin, il y a quand même la question de la protection au moment de la pousse. Mais je pense à l'exemple du mûrier blanc en Ariège, qui sont des ligneux qu'on met dans les haies ou sur les parcelles pour servir de fourrage directement. Après, effectivement, on n'a pas forcément systématiquement envie que l'arbre ou la haie serve de fourrage aux animaux qui sont présents. Donc, on a des systèmes de protection qu'il faut mettre en place quand on est dans un cas d'agroforesterie en élevage. C'est encore un peu en test. Il y a des protections qui fonctionnent plus ou moins bien. Et d'ailleurs, cette question des protections et des clôtures, c'est aussi des travaux qui sont menés dans le cadre du RMT en lien GT élevage et GT valorisation de l'arbre hors forêt. Ça fera partie des livrables du RMT. j'ai une question. Oui, les présentations seront accessibles sur les sites ACTA, Académie d'agriculture et Agrénium. Donc Très oui, bien. RMT, rappelez le sigle, Alors, réseau. ça veut dire réseau mixte technologique. Voilà, c'est une question que je Euh, me posée. voilà, il y en a une vingtaine et le RMT agroforesterie fait partie de la vingtaine de RMT existants qui ont tous un peu les objectifs que je vous ai présentés, mais du coup sur d'autres thématiques. Alors, est-ce que vous avez l'impression que l'agroforesterie en élevage se développe Alors, ça dépend ce par qu'on rapport à ce entend que vous par... avez par rapport à votre réseau, hein? Oui, oui. Alors, il y a de plus en plus de demandes et de besoins de formation et d'outils pour les conseillers qui accompagnent les projets en élevage. Donc, ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'intérêt des éleveurs pour les arbres, soit les conserver, bien les gérer pour pouvoir les valoriser, voire même planter de nouvelles haies ou de nouveaux systèmes agroforestiers. Après, quand on entend agroforesterie en élevage, c'est aussi les systèmes bocagers, les haies autour des prairies. Donc, c'est des systèmes qui, dans certains territoires, n'ont jamais disparu. Mais il y a un réel intérêt oui, pour vraiment mieux valoriser ces systèmes, et notamment en lien avec le bien-être animal. On l'a vu dans un contexte de changement climatique, le fait que les arbres proposent une atténuation des écarts de température, c'est aussi très intéressant pour le bien-être des animaux. Une question de Richard Boulanger qui est de dire est-ce que l'agroforesterie aurait pu permettre d'agir sur la déforestation liée à la crise des scolytes dans plusieurs régions de France? En fait, là, c'est un peu comment Alors, j'ai allier pas la réponse à pâturage cette question, et mais pardon, je vous ai coupé. oui, c'est un peu comment lier et pâturage et zone en difficulté, zone forestière en difficulté. Oui. Alors c'est vrai que du coup, l'agroforesterie, plus globalement par rapport aux zones forestières en difficulté, peut apporter des solutions. Il y a clairement un lien, enfin c'est une trame entre les zones forestières et les zones agroforestières qu'on travaille. Enfin, nous, en tout cas, à la Chambre d'agriculture France, je travaille en étroite collaboration avec mon collègue qui a le même poste que le mien sur la forêt. On a des conseillers qui sont à la fois agroforestiers et forestiers, donc on essaye de faire le lien. Par contre, pour répondre spécifiquement à la question des scolytes, je ne saurais pas y répondre correctement. Mais c'est des pistes, effectivement. Ils sont souvent en massif forestier souvent en IPCA, et c'est souvent lié pas seulement aux scolytes, mais aussi à la sécheresse qui a mis à mal notamment les forêts, on pense dans le Jura, hein, Oui, oui, dans l'Est, oui. et dans l'est de la France. Alors, Mm. pour une autre question qui est une contribution de l'agroforesterie en élevage, est-ce bien identique à du sylvopastoralisme comme on en trouve en région méditerranéenne? Alors, agroforesterie et élevage, on peut intégrer le sylvopastoralisme, ça fait partie des questions que la communauté agroforestière se pose régulièrement.
La différence entre là, l'agroforesterie et élevage dont je vous ai parlé et le sylvopastoralisme, c'est que là, on a parlé d'arbres sur des prairies et donc des surfaces agricoles. On intègre l'arbre sur une surface agricole sur laquelle il va y avoir une activité d'élevage. Le sylvopastoralisme, si on veut, hein, c'est pas l'inverse, mais c'est comment gérer un troupeau dans des zones qui sont forestières à l'origine et où il y a déjà des arbres. Mais effectivement, on va pouvoir se poser les mêmes questions. Quelle association, quelles essences, quel fourrage, etc. Voilà. Donc, il Eh y a bien, des liens. écoutez, Léa, je vais arrêter pour un problème de temps. On vous Pardon. remercie. Je passe à Joël Merci à vous. Au revoir. Touré. Merci, hein, Léa. On va revenir. Joël Touré, à vous. Je suis Joëlle Touré, je suis déléguée générale de A Tree for You, que je vais vous présenter. Et puis, je suis accompagnée de Luc Bertrand, qui est responsable des projets chez BNE, donc Bois Négoce Énergie, qui est une entreprise qui vous présentera peut-être aussi rapidement dans l'Orne. Voilà, et qui est notre partenaire sur le terrain. Donc, Tree for You, hein, en quelques mots. Donc, c'est une association loi 1901. Donc, c'est un élément important pour nous, puisqu'on on travaille vraiment dans l'intérêt général, voilà, sur différents critères. On ne travaille pas uniquement du tout sur le critère ou carbone ou biodiversité ou population. On essaye vraiment d'avoir des projets qui sont équilibrés sur l'ensemble des critères de sélection que je vais vous présenter tout à l'heure. Et donc, on a au cœur de notre système un comité scientifique qui va choisir avec qui on travaille sur le terrain et qui va choisir, sélectionner, suivre, piloter les projets. Et donc, il est constitué de personnes qui viennent du CIRA, de l'IRD, voilà, un prof en SVT, en agrég, voilà, avec différents chercheurs en fait autour de la table qui sont eux capables de vraiment choisir bien et les partenaires et les projets. Alors, c'est pas mon cas, moi, enfin, je suis ingénieure agronome quand même, mais je suis pas du tout une spécialiste comme eux, en tout cas, de ces systèmes-là. Très rapidement, je vais vous présenter le Tree for You, si ça veut bien. Voilà. Donc, le Tree for You a été créé hein, pour répondre en fait aux trois grands défis de notre siècle, hein, trois grands maux de notre siècle, le changement climatique, la perte de biodiversité et l'accroissement des inégalités sociales. Et en fait, l'arbre, la plantation d'arbres répond à ces trois grands enjeux par voilà, les fameux 5 critères. L'apport d'arbres dans les milieux, alors que ce soit en forêt ou en agroforesterie, bon, sachant que Tree for You travaille beaucoup en agroforesterie, va permettre d'enrichir la biodiversité, de lutter contre le changement climatique, d'améliorer les conditions de vie des communautés locales, notamment quand on est en pays en développement, de réguler le cycle de l'eau et de stabiliser les sols et prévenir l'érosion. Je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus parce que vous avez eu une conférence entière la dernière fois sur l'agroforesterie et c'est bien fait, notamment. Et je pense que j'ai rien à vous apprendre sur le rôle de l'arbre en général, donc je vais passer rapidement. Mais on est vraiment, pour nous, c'est important d'avoir un équilibre entre ces différents critères et de jamais avoir d'intervention sur le terrain où on serait très bon sur la lutte contre le changement climatique, par exemple. Donc, on aurait des bons taux d'absorption de carbone, voilà, mais on serait en dégradation de biodiversité. Voilà. Ça, c'est des projets qu'on ne prendra jamais. Et donc, notre comité scientifique fait vraiment attention à avoir une certaine équilibre de ces différents critères et de vérifier qu'on est vraiment dans des choses qui sont le plus équilibrées possible, hein, puisqu'on sait très bien que quand on touche le vivant, on touche à des choses quand même sensibles et on essaie de ne pas jouer aux apprentis sorciers sur ce qu'on fait. Euh, donc, on œuvre à notre croyance, notre foi presque, c'est qu'on peut avoir un monde où finalement l'humain et la nature prospèrent ensemble, donc où l'un n'est pas au détriment de l'autre. Et donc, on fait très attention à choisir des projets qui répondent à des problématiques locales très spécifiques. Chaque projet est vraiment très lié à ce qui se passe sur le terrain, à pourquoi on a envie de monter un projet sur le terrain, quelle est la problématique. On ne va jamais copier-coller une méthode voilà, d'un pays à l'autre ou d'un projet à l'autre. On suit nos projets sur le long terme. Alors, le long terme, ça va être court hein, vis-à-vis de la vie des arbres, mais ça permet, en fait, après la plantation, on suit nos projets pendant 3 à 5 ans, ce qui nous permet de savoir, en fait, si les arbres sont bien installés. C'est cette période-là qui vous dit si l'arbre il va tenir ou pas. Et donc, on suit les projets jusque-là et on va donner des nouvelles à nos donateurs, hein, puisqu'on collecte des fonds sur nos projets pendant toute cette période. Et puis, on a une approche un peu particulière vis-à-vis de nos partenaires locaux, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une logique de co-développement.
de les aider à s'améliorer. Nous, ils nous apportent aussi beaucoup et on n'est pas du tout dans une logique d'audit dur. Voilà. Donc, on peut avoir parfois des conversations un peu musclées, mais qui sont ou sur le fond ou sur les aspects financiers, mais jamais, voilà. C'est toujours pour le bien du projet et pour que ça se passe bien après. On va avoir alors quelques chiffres pour vous donner une idée de ce qu'est E3for You. On a à peu près planté pas encore, mais on a en projet, en portefeuille 1,7 million d'arbres. Si on prend tous nos projets, tout notre portefeuille, on a 69 projets, dont je pense 62 ou 60 déjà financés. On a plus de 29 000 bénéficiaires de nos projets. Donc souvent, c'est des agriculteurs et des agricultrices. On a un peu plus de 130 000 donateurs privés. Et le portefeuille global de nos projets pèse à peu près 10,5 millions d'euros. Donc, on a démarré en 2017 et donc, voilà, c'est un bilan qui aujourd'hui est bien, mais qui évidemment reste une goutte d'eau face à l'ampleur de la déforestation voilà, et de ce qui se passe dans le monde. Mais nous, ce qu'on veut, c'est mettre en œuvre des projets qualitatifs, même s'ils ne sont pas hyper nombreux, même s'ils sont pas, voilà, on ne va pas planter des milliards d'arbres à nous tout seuls, mais au moins quand on le fait, ça fasse le bien autour du projet, que ce soit la biodiversité ou aux humains qui, euh, qui ont une activité dans cette partie-là. Alors, je vais zoomer sur le projet en Normandie, puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Petite parenthèse, on a 2 projets en agroforesterie en élevage. Donc, c'est pour rebondir sur la présentation de Léa Lemoine. Un dans le sud-ouest et un en Bretagne. Voilà, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, puisque c'est pas ce qu'on m'a demandé, mais voilà, pour info, si vous cherchez sur notre site, vous les trouverez. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi l'agroforesterie en élevage, notamment pour ces questions de protection des animaux du soleil et de la pluie et puis de fourragères. Pour la Normandie, donc pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, on a décidé de vous présenter notre projet en Normandie, qui est notre plus gros projet, je pense, d'agroforesterie, en tout cas en France, qui évolue depuis plusieurs années. Donc, vous voyez qu'on a plusieurs vagues de plantation depuis l'hiver 2019-2020 jusqu'à l'hiver dernier et jusqu'à cet hiver-là. En fait, tous les ans, on plante des arbres avec Bois Négoce Énergie, qui est représenté par Luc. Et donc, on a à date planté 44 616 arbres, c'est précis. Cette année, il y a 8 500 plants qui vont être plantés et notre objectif sur l'ensemble des vagues qu'on a pour l'instant contractualisé et prévu, c'est 57 000 arbres, mais évidemment, on ne compte pas s'arrêter là, on compte continuer à planter tous les ans tant qu'on peut avec BNE. Parce que voilà, tant qu'il y a du potentiel de remise de bocage normand, on continuera à convaincre des agriculteurs pour qu'ils veuillent bien accueillir les arbres et en prendre soin. Il y a 90 exploitations agricoles impliquées, donc à chaque fois, on va planter une centaine, une centaine de mètres linéaires chez chacun. Donc évidemment, ça demande de trouver pas mal d'agriculteurs qui ont envie de jouer le jeu. Et pour nous, toutes ces plantations, ça représente un budget de 500 000 euros, sachant qu'on a un soutien des départements à chaque fois. Donc, on est dans l'Orne, Seine-Maritime, la Manche, l'Oise. Donc, vous voyez qu'on commence à s'étaler en Normandie et même un peu au-delà, et qui représente quand même 40% du budget, hein. Donc, si on fait le budget total, la partie département, c'est 40% et notre partie, c'est 500 000 euros. Voilà, pour que vous ayez quelques chiffres en tête. Donc, c'est une opération qu'on mène depuis un bout de temps. En termes on essaie de planter des essences assez diverses. En fait, hein, l'idée, c'est d'avoir des plantations qui sont très qualies en termes de biodiversité. Et donc, on essaye d'avoir vraiment 3 étages plantés et avec une trentaine d'essences différentes. Donc, vous avez la liste là. Je pense qu'elle n'est même pas exhaustive, hein. Luc, à mon avis, il y en a encore un petit peu qu'on a dû oublier. Mais voilà, vous avez les principaux là et c'est ceux qu'on va planter le plus. Allez, Euh, Luc va peut-être nous expliquer un peu les 3 strates là. Oui, donc bonjour à tous, donc Luc Bertrand, entreprise Bois Négoce Énergie. Donc je suis en charge de mettre en place des projets de reboisement, donc en partenariat notamment avec E3for You sur la Normandie.
Donc pour compléter, oui, les propos de Joël, donc on essaie de diversifier au maximum donc les plantations qu'on réalise. On regarde déjà ce qui pousse naturellement, hein, sur les secteurs où on intervient. Après, on prend en compte le contexte pédoclimatique, les sols, bien sûr, le climat et son évolution, et puis les maladies potentielles que l'on peut avoir sur certaines essences, notamment le frêne. Donc, on prend en compte tous ces critères-là. On prend en compte aussi la volonté de l'agriculteur, parce que le but, c'est qu'il s'y retrouve dans son projet. Donc, on le questionne bien sur lui, ce qu'il compte faire de sa haie. Et puis derrière, bah, on essaie de diversifier au maximum pour favoriser la biodiversité en implantant des essences qui peuvent être parfois un peu atypiques, locales mais atypiques, type poirier commun, la violente lantane là, qu'on voit sur la photo, ou des essences aussi spécifiques comme le nerprin. Ouais, tout à fait. Bah, le fait d'avoir 3 hauteurs, hein, ça permet d'avoir plus d'habitat, en fait, hein, tout simplement pour la Voilà. biodiversité. Et donc là, bon, on a pris quelques exemples, mais en fait, on en a beaucoup. Voilà, j'ai pas mis évidemment les 30 essences, mais voilà, ça vous donne un peu une vision de ce qu'on peut planter. En termes de travaux, je vais peut-être aller vite, Luc, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et puis après, Ouais, on ouais, ouais. gardera du temps pour les questions-réponses. Les différents travaux, bah, c'est décompactage, émettage du sol. On met un paillage biodégradable, plutôt en amidon de maïs. On a fait des Voilà. tentatives de chanvre. Voilà, il y a eu quelques autres essais, mais la majorité, c'est l'amidon de maïs. On utilise des répulsifs et des protections, donc il y a les deux. Parce qu'en fait, c'est une zone où il y a bah, beaucoup de lièvres et de chevreuils. Il y a aussi un peu de sangliers. Et donc, ça demande à la fois d'avoir un répulsif sur certains arbres, mais aussi une protection à l'extérieur, autour. Donc, vous verrez quelques photos après. Il y a évidemment un entretien régulier de ces plantations, notamment pour qu'il n'y ait pas de concurrence de végétation, même si euh, l'intérêt du paillage est là aussi. Et en fait, on a de très très bons taux de reprise jusqu'ici. Mm. Hein, donc il y a 94 pour le moins, le plus bas jusqu'à 99% des arbres qui l'année d'après, les 2 ans après, sont toujours là. Euh, bon, c'est lié aussi aux pluies, hein. On a eu beaucoup de pluie dans Mm. la région, voilà, notamment l'année dernière. Mais voilà. Et puis bah, après, il y a une première taille des arbres qui est incluse dans le projet et qui est incluse dans notre budget, qui permet aux agriculteurs de pas avoir à faire cette première taille qui est quand même un peu lourde. Et par contre, ils ont les tailles après à faire, mais pour eux, c'est aussi un intérêt d'avoir à terme du bois, énergie, qu'ils pourront valoriser. Quelques exemples, quelques photos, hein. Donc, vous voyez là, à la fois là, le traitement et puis avec des répulsifs et puis les protections. Euh, alors, qu'est-ce qui pousse les agriculteurs à planter? Bah, il y a plein de raisons, en fait. C'est assez amusant parce nous, on va quand même très souvent sur le terrain avec Luc, à peu près tous les ans. Et donc, à chaque fois, on rencontre des agriculteurs et chacun a son idée, sa vision. Il y en a, c'est simplement pour l'amélioration paysagère, parce qu'ils ont envie d'avoir une haie et que c'est plus joli. D'autres, c'est vraiment l'effet brise-vent pour protéger, lutter contre l'érosion, protéger les animaux. D'autres, c'est par pur engagement environnemental, c'est pour faire ramener la biodiversité près de leur culture. Évidemment, il y a l'intérêt d'avoir aussi des auxiliaires de culture. Et puis, c'est pour, in fine, produire de la biomasse, même si en général, c'est pas toujours le critère principal. Peut-être rapidement sur les difficultés rencontrées, les facteurs de réussite. Alors, les difficultés, bah, c'est les aléas climatiques, hein, notamment, il y a eu quand même des fortes sécheresses et puis des fortes pluies. Donc, parfois, on a un peu de mal à trouver le moment où il faut planter parce qu'il pleut tellement hein, tout le temps que, notamment l'année dernière, je crois que c'était un peu compliqué, Luc, Voilà. qu'on ne savait pas trop quand planter. Il y a une forte pression du gibier. Hein, donc, en termes de répulsif, on utilise du tricot et puis un répulsif à base de sang de porc. Hein. Donc, vous l'avez vu, c'est en bleu, là. On voit là, le nerprin purgatif, vous voyez en bas. Là, le produit bleu, là. C'est du Allez, sang de porc je séché. vais malheureusement vous arrêter un peu, Joël, hein. Vous allez retrouver tout ça. Vous voyez qu'ils ont fait ça avec beaucoup de réussite. Alors, ma question, c'est comment on arrive à mobiliser comme ça 90 agriculteurs, 90 exploitations? Quels sont vos moteurs? Bah, Alors Luc, les je vais te moteurs, répondre. les moteurs, c'est beaucoup
le fait d'être présent sur un secteur et puis d'en réaliser tous les ans, les contacts se font par le bouche à oreille, quoi. Les agriculteurs voient le travail qu'on fait, C'est ce ils qu'on en appelle parlent entre eux et après ils nous contactent d'une année pour l'autre, quoi. c'est ce qu'on appelle le développement par-dessus la haie. Alors là, Voilà, c'est ça. c'est pas par-dessus la haie, c'est avec la haie. Donc c'est ça, c'est beaucoup le fait d'être implanté localement qui nous permet de continuer à planter d'année en année. Allez, pourquoi pas de... J'ai trouvé pas de fruitiers, vraiment. Enfin, c'est des fruitiers sauvages, mais... Bah, on en met un petit peu, ouais. On en met un petit peu. Après, c'est pas ce qu'on a naturellement dans les haies, c'est pas ce qu'on a le plus, donc on essaie d'en mettre un petit peu en complément, mais c'est vrai que c'est pas la part la plus importante. Allez, par rapport à une question ou plutôt observation, est-ce que la végétation a augmenté ou pas? Il faut dire que pour le Haut Conseil du climat, on était encore à destruction de 2500 km de haies par an. Donc, ça veut dire que l'effort pour les maintenir et les développer est encore important en France. Allez, je vais vous arrêter. Je vais remercier tout le monde, que ce soit Marine Loher, que ce soit Léa Lemoine, Joël Touré et Luc Bertrand, que j'espère retrouver bientôt parce que je peux avoir reçu des projets. Voilà. Pas de Donc, problème. merci à vous. Je vais demander à Julien, de nous annoncer pour la fois prochaine, puisqu'on se retrouvera que le 18 mars sur carbone et agriculture pour ces voyages au cœur du vivant, comment stocker le carbone dans le sol pour lutter contre le changement climatique, avec, vous connaissez l'ambition, les 4 pour 1000 lancés par la France lors de la COP 21 en 2015, avec Laurence Toubiana, avec Stéphane Le Fur, avec notre regretté ministre Didier Guillaume. Donc, comment aller vers une agriculture résiliente et fondée sur une gestion adaptée des terres et des sols. On se retrouvera donc le 18 mars. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir, Merci, au revoir. merci.